L'éther d'Albert. En 1905, Albert Einstein, dans le cadre de son article sur la relativité, a supprimé l'éther, le médium support des ondes électromagnétiques du XIXe siècle qui était supposé immobile. Il le rétablira en 1920 mais en lui retirant son immobilité. La relativité interdisait l'immobilité de l'éther. Il déclara son mouvement indéterminé. Indéterminé ? Einstein manquait de recul par rapport à sa propre théorie de la relativité générale. En avant. Le support des ondes électromagnétiques. Quand Maxwell a fait la jonction entre les ondes lumineuses et les ondes électromagnétiques, la certitude que la lumière était une onde a été acquise. Les ondes ayant besoin d'un support. Les physiciens du XIXe siècle ont cherché ce support devant remplir tout l'univers. Ils l'ont imaginé associé avec les étoiles et le soleil. L'éther du XIXe siècle. L'éther était considéré immobile avec le soleil et toutes les étoiles. Les galaxies ne seront découvertes qu'au XXe siècle, vers 1920 par Edwin Hubble. L'éther luminifère du XIXe siècle était vu comme le référentiel de l'univers. Ce fut l'erreur fatale. Michelson et Morley chercheront à détecter le mouvement de la Terre par rapport à l'éther. Woldemar voit, puis Lorentz imagineront une contraction de la matière avec la vitesse inspirée de l'ellipsoïde déviside. Poincaré finalisera les calculs. Albert Einstein, 1905 l'année merveilleuse. Publication de l'article sur l'effet photovoltaïque, qui lui vaudra le prix Nobel. Le mouvement brownien. La relativité restreinte. La fameuse équation E égale mc2. Et l'année suivante, il publie sa thèse sur les dimensions moléculaires qui permettra de calculer la constante d'Avogadro. La relativité restreinte. Einstein pose deux postulats. Premier postulat, dans le cas de l'influence d'un aimant sur un conducteur, le phénomène dépend uniquement du mouvement relatif du conducteur et de l'aimant. C'est le principe de relativité appliqué à l'électromagnétisme. Deuxième postulat, la vitesse de la lumière ne dépend pas de la vitesse de l'objet qui la produit, c'est donc une constante universelle, la même dans tous les référentiels quelle que soit leur vitesse. Einstein précise que son premier postulat contredit les équations de Maxwell et que le deuxième contredit le premier. Son honnêteté intellectuelle fait qu'il souligne les problèmes posés. Pas étonnant que cet article ait pu faire scandale et pas les autres. Ici nous indiquons les extraits de l'article de 1905 qui justifient nos explications. Vous pouvez vous reporter au document dont l'adresse est dans la description. Coup de théâtre. En 1916, Einstein se rend compte que l'espace-temps, pour se déformer a besoin de quelque chose qui puisse transporter les actions de déformation. De plus, les ondes gravitationnelles sans le graviton ont besoin d'un médium pour se propager. Les forces de Newton agissaient instantanément à distance. La courbure de l'espace se déplace elle à la vitesse de la lumière, mais dans le vide, qu'est-ce qui peut la transporter ? Seules les ondes peuvent transporter de l'énergie sans matière. Sous l'influence de Lorentz et de Philippe Lenard, Einstein réalise la possibilité d'introduire un nouveau concept d'éther. Ce « nouvel éther » déterminerait le mouvement des objets physiques, dont le comportement métrique serait décrit par le tenseur G munu de son équation, tenseur de courbure de l'espace. Le « nouvel éther » ne peut être rigide ni au repos, c'est notre premier indice. Discours de réception d'Einstein à l'université de Leiden, 1920.
Dans ce discours, Einstein accepte l'éther de Lorentz, sauf pour son immobilité. La relativité restreinte élimine cette propriété de l'éther. Le principe de relativité restreinte n'implique pas de nier l'existence de l'éther, mais nous ne devons pas lui attribuer un état de mouvement. L'éther de Mach est conditionné par les masses. L'état de l'éther relativiste est entièrement déterminé en chaque point par son interaction locale avec la matière. Interaction avec la matière est notre deuxième indice, sachant qu'en matière de gravitation la matière et l'énergie réagissent avec la matière. Rappelez-vous G nu. En résumé, nous pouvons dire, d'après la théorie de la relativité générale, que l'espace est doté de propriétés physiques, et donc, que l'éther existe. Un espace sans éther est inconcevable, non seulement la propagation de la lumière y serait impossible, il n'y aurait même aucune possibilité d'existence, de distance spatio-temporelle. Cependant, la notion de mouvement ne doit pas lui être appliquée. Nouvelle hypothèse pour l'éther. Supposons que l'éther, masse, énergie, ou les deux, obéissent aux lois de la gravitation. En langage relativiste, l'éther suit les géodésiques de l'espace-temps, et donc accompagne tous les corps en chute libre qui tombent tous à la même vitesse quelle que soit leur masse. Albert Einstein a fait de la chute libre dans un champ gravitationnel un mouvement inertiel. L'éther accompagne la Terre comme les planètes, étoiles ou galaxies. À proximité de la Terre, localement, l'éther est immobile dans le référentiel de la Terre. C'est valable pour tous les corps célestes. Serait-ce si facile et aussi simple? L'éther d'Einstein est en chute libre avec tous les corps célestes de l'univers, et pas de frottement. Pour vérifier si l'éther accompagne la Terre, il suffit d'utiliser un référentiel se déplaçant à proximité de celle-ci avec une vitesse suffisante pour que le vent d'éther généré puisse être détecté. Ce référentiel doit être dépourvu de masse capable d'entraîner l'éther avec lui. Dans son article de 1905, Einstein étudie la mesure d'une tige AB dans son propre référentiel, puis depuis un autre référentiel qui observe le référentiel de la tige qui est en mouvement par rapport à lui par convention réputée immobile. Voyons ce qu'il dit. La notion de simultanéité est fondamentale pour les mesures des objets en mouvement. Un observateur placé en A avec une horloge peut assigner un temps aux événements à proximité de A. Avec une horloge placée en B, un observateur en B peut faire de même. Si nous posons par définition que le temps mis par la lumière pour aller de A à B est équivalent au temps qu'elle met pour revenir de B à A, la grandeur de AB divisée par temps d'arrivée moins temps de départ, égale V est une constante universelle. La vitesse de la lumière dans le vide, soit une tige AB de longueur L, au repos dans le référentiel K qui lui est en mouvement à la vitesse V par rapport à grand K. A, un observateur se déplace avec la tige et mesure sa longueur. Ils sont au repos. La longueur de la tige, elle est inchangée. B, un observateur de grand K détermine à quel point de son référentiel se trouvent les extrémités de la tige à mesurer au temps T, en se servant des horloges de grand K. Quand la lumière va de A à B, depuis grand K, il voit B s'éloigner. Quand la lumière revient de B à A, il voit A s'approcher. La mesure de la règle donnera une valeur différente. Notons que l'aller-retour divisé par 2 donne une moyenne, la même si la tige se déplace en sens inverse. Remplaçons la tige rigide AB par 2 satellites, A et B distants de 2000 km.
tournant dans le plan de l'écliptique. Si l'éther accompagne la Terre, mais pas le référentiel AB des satellites, l'éther ne sera pas immobile dans ce référentiel et son mouvement par rapport à l'éther sera mesurable. Une sonde tournant sur l'orbite de la Terre mais en sens inverse permettrait de mesurer un écart d'environ 60 km par seconde. Deux sondes à distance pourraient vérifier si l'éther est bien dans le référentiel de la Terre sur tout son parcours autour du Soleil. Le plus simple serait d'utiliser la Station spatiale internationale ou toute autre station la remplaçant. Est-il permis de réfléchir à quoi pourrait ressembler le médium support des ondes électromagnétiques et gravitationnelles? Si nous raisonnons par rapport au son qui se propage dans différents matériaux, nous savons que ce sont les molécules de ces matériaux qui s'entrechoquent en vibrant et que ces chocs propagent l'énergie de l'onde de proche en proche jusqu'à rebondir ou s'écraser sur un obstacle. On peut situer le rapport de taille à partir du nombre d'Avogadro, le nombre d'atomes de carbone dans 12 grammes de carbone 12 est de 6,022 10 puissance 23, soit des atomes 10 puissance moins 23 plus petits. Par rapport à ces atomes, les corpuscules vibrants du médium support des ondes électromagnétiques pourraient se situer à 10 puissance à 35. 10 puissance à 35, c'est l'ordre de grandeur du quantum d'action de Max Planck.